Bonjour, voici à nouveau dans notre série Éclairage sur les polarités. Mélanie et moi allons aborder aujourd'hui la polarité de l'altruisme et de l'égoïsme. Pourquoi l'égoïsme est autant diabolisé et jugé négatif? Mais pour commencer, un petit extrait de Christiane Singer qui avait bien cerné cette notion de polarité et qui en finale résume très bien l'objectif que sont les méthodes PIT. Lorsque nous sentons que tout ce qui était de l'ordre du déchirement, tout ce qui était les deux visages du Janus de toute chose, hein, le matin, la nuit, l'obscurité, la lumière, la maladie, la santé, la souffrance, la joie, les larmes, le rire, tous ces opposés à un moment vous apparaissent subitement dans cette lumière saisissante. Ils sont les deux visages d'une seule unité. L'instant où les opposés font tchac et coïncident, c'est l'illumination, c'est l'éveil, c'est l'instant où nous cessons de devenir des morceaux choisis en disant ça j'aime, ça je veux bien, ça oui, ça non, oh non, ça j'aime, mais je m'en éloigne le plus. Lorsque nous recevons ce qui vient, en comprenant que tout est le visage voilé d'une unité intangible, hein. C'est-à-dire que la face cachée des choses, l'univers caché des choses, vient frôler notre univers d'ici. C'est comme si le rideau était soulevé, hein. Le vent entre, hein, et subitement deux univers séparés se rejoignent. Ça, c'est vraiment, là, nous sommes tout près du réel, où tout ce qui est séparé est dans cette unité première de la création. Alors bonjour Mélanie, nous revoilà à nouveau et nous allons parler de Oui. cette polarité altruiste-égoïsme. Mais avant cela, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises un petit peu qui tu es. Enfin, j'ai été en contact avec les méthodes PIT il y a à peu près 2 ans, où je les ai dans un premier temps reçues. J'étais dans une période de transition et de reconversion, Mhm. euh, donc pas mal de flottements. Et puis j'avais des amis qui pratiquaient déjà ces méthodes et finalement qui m'ont engagée à les recevoir. Et j'ai été totalement convaincue par leur efficacité, leur pertinence. Et du coup, ça m'a permis de me conforter dans l'idée de me former à ces méthodes. Et donc aujourd'hui, je les pratique quotidiennement avec Mhm. grand plaisir. Et par ailleurs, plus récemment, j'ai eu l'occasion de me former à la musicothérapie, parce que je suis passionnée par le son, la vibration surtout. Mhm. Euh, donc juste pour dire, la musicothérapie, c'est vraiment un ensemble de techniques thérapeutiques qui utilisent la vibration pour agir sur les pensées et les émotions. Mhm. Et du coup, je Ça, trouvais c'est que c'était intéressant. très cohérent avec les méthodes PIT, enfin très complémentaires. Ouais. Oui, parce que du coup, tu peux ou faire sortir des émotions enfouies à travers le son. Exactement, parce qu'on l'oublie un petit peu, mais la vibration, c'est vraiment une réalité physique. Mhm. Tout est vibration, donc après, tout dépend à quelle fréquence, mais voilà, on a vraiment des effets. Moi, en tant que chanteuse, j'ai vraiment vu les évolutions internes corporelles grâce à la vibration sonore. C'est super. Et c'est vrai que nous, avec les méthodes PIT, on a à cœur de vraiment faire sortir ce qui est enfoui à l'intérieur de nous au niveau des émotions. Pour en revenir à la polarité du jour, Mhm. c'était on avait envie d'ouvrir cette polarité par une question qui serait que finalement l'égoïsme ne serait-il pas un prérequis au véritable altruisme? L'égoïsme est diabolisé dans notre société. À chaque fois que l'on juge quelqu'un comme étant égoïste, c'est censé être quelque chose de négatif. L'égoïsme, pourtant, a comme racine, une racine, comment dire, commune avec l'égocentrisme. Et l'égocentrisme parle d'être dans son centre. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est déjà de partir un petit peu sur des définitions d'origine, on va dire, de chacun des deux pôles. Mélanie, tu as
tu as une définition justement de l'égoïsme du XVIIIe siècle. Donc c'est intéressant de voir comment on a basculé au fil du temps d'un Mm. espace peut-être un peu plus juste vers quelque chose d'autre. Oui, ben, effectivement, nous, on a tendance aujourd'hui à le définir comme un attachement excessif à soi-même, mais au XVIIIe siècle, c'était plutôt un mot dérivé de l'amour-propre, qui se Mm. définissait comme un sentiment légitime et nécessaire, qui attache chaque personne à son existence et lui fait rechercher son bien-être. Et effectivement, dans la définition, là, on est plutôt dans quelque chose de connoté positivement. Oui, Euh, énormément même, hein. ouais. Mm. On n'a pas du tout cette notion d'attachement excessif, Mm. très auto-centré, de répondre à ses besoins, et le besoin est par définition a priori vital. C'est ça. En fait, là, à ce moment-là, l'égoïsme est vraiment rattaché ou s'apparente à la notion aussi de s'aimer, Mm. de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, bien entendu, se consacrer à soi. Donc, hein, quand on parle d'égoïsme et d'altruisme, hein, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si agir envers l'autre à partir de son centre? C'est aller aider l'autre, puisque l'altruisme, c'est l'aide à l'autre, quelque part, c'est prendre soin des autres, mais à partir de son centre. Et donc, ce centre, c'est quand je prends soin de moi et surtout quand je suis en contact avec moi-même. C'est intéressant parce qu'on est plutôt dans une société du paraître que du être. Hmm. Et du coup, effectivement, ça a donné peut-être lieu à une évolution de ce qu'on entend par égoïsme. Et l'égoïsme aussi, c'est un instinct de survie aussi de l'espèce. D'ailleurs, on peut le voir au niveau de l'enfant dans sa croissance. L'enfant, il est égoïste à la base. Il ne pense qu'à lui parce qu'il est en construction de lui-même. Et souvent, c'est quelque chose qu'on lui reproche. Moi, j'ai remarqué ça dans les familles où on va dire à l'enfant, t'es égoïste, il faut que tu penses aux autres. Alors, il y a une partie où l'éducation est nécessaire, il ne peut pas non plus tout faire de façon égoïste, mais c'est normal qu'un enfant pense à lui d'abord. Et c'est naturel et instinctif. Il y a un poids très culpabilisant Mm. de l'entourage sur cette part égoïste, mais saine presque, en fait, de répondre à ses besoins. Et on casse cette image ouais, en culpabilisant beaucoup, alors qu'il y a peut-être un équilibre, encore une fois, à trouver. Oui, par exemple, il y a un enfant, on le culpabilise d'avoir mangé la moitié du gâteau parce qu'il a très faim, il est très gourmand et il se nourrit en premier. Alors, bien sûr, ça dépend de son âge, mais c'est normal et naturel et on peut en rire aussi. On peut être plus souple sur le sujet parce que, en fait, un être qui se construit, qui sait mettre des limites, qui sait ce dont il a besoin, qui est connecté à ses besoins, à ses désirs, à ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, aura beaucoup plus de capacité d'être en équilibre plus tard. Mm. Plutôt qu'un enfant à qui on a dit bah, faut que tu fasses plaisir à maman, faut que tu fasses plaisir à papa. On dit ça, enfin, il y a des gens qui disent ça au niveau de leurs enfants, fais plaisir à papa, fais plaisir à maman. Mais non, à son âge, il n'a pas à faire plaisir à quelqu'un. Il a besoin d'apprendre à se construire. Donc l'égoïsme est à la base de notre construction psychique. Et de cet espace d'égoïsme et d'ancrage, on va dire à l'âge de 8 ans, on va commencer à montrer à l'enfant qu'il n'est pas tout seul, ou naturellement, il aura envie d'aller vers les autres. Parce qu'on est aussi une race collective, enfin on aime le groupe, mais c'est de cette base et de ce centre qu'il peut aller vers les autres. Euh, Comme l'altruisme est survalorisé, on enseigne à des enfants tout petits de faire plaisir, de dire bonjour à la dame alors qu'ils la trouvent, ils n'ont pas envie. Bah, si t'as pas envie à l'âge de 3 ans de dire bonjour à la dame, bah, ça va, c'est pas grave. Mm. Euh, Et j'ai puis vu là, ça vient casser quand même pas mal la confiance en soi. Oui,
Donc après, sur justement la notion d'altruisme, on reviendra forcément à quelque chose où ça va nous mettre dans une attitude de compensation, parce que dans nos instincts premiers, on a été coupé et formaté à quelque chose qui du coup correspond peut-être plus à notre souhait spontané, on va dire. Oui, et puis même à une forme d'hypocrisie. Moi, je vois un petit, il y a une dame qui vient lui donner un bonbon, il n'a pas envie du bonbon, il n'a pas envie de prendre le bonbon, il n'a pas envie de dire bonjour à la dame, et on lui impose, prends le bonbon, dis merci, dis bonjour. Donc il apprend à être hypocrite. Ne fais pas ce que tu sens, dis autre chose que ce que tu penses, ce que tu ressens. Donc ce formatage-là va faire qu'ensuite je vais être ultra altruiste, alors que j'en ai même pas envie et que même la personne vis-à-vis de laquelle je suis altruiste ne m'apporte pas tant que ça non plus. Donc c'est pour ça qu'on arrive à des dérives assez importantes et c'est pour ça qu'on parle d'égoïsme sain et d'altruisme sain, qui induit quelque part un altruisme, malsain, heu, qui va à l'encontre, de mon écoute intérieure. Et il y a des personnes qui savent même plus, heu, ce dont elles ont besoin. Comme l'égoïsme, donc quand il est en excès, bon l'égoïsme en excès, ça je crois que c'est clair pour tout le monde, hein, c'est quand quelqu'un pense qu'à lui, en a rien à faire des autres et tire la couverture à lui-même. Donc ça, c'est effectivement négatif, il y a quand même une part de négatif dans l'égoïsme. Hem, mais l'égoïsme qui pourrait être jugé comme étant de l'égocentrisme, là, c'est revenir en son centre, revenir à l'intérieur de soi. L'altruisme, par contre, je pense que c'est bien qu'on aborde un petit peu les excès d'altruisme puisque c'est jugé comme étant quelque chose de bien, de positif, de généreux. Donc, tu veux revenir sur les définitions de base, Mélanie? Parce que c'est intéressant, je trouve, ce regard-là aussi. Revenir sur la définition, on va dire, académique d'altruisme, c'est défini comme une disposition à s'intéresser ou à se dévouer à autrui. Donc, c'était intéressant de s'arrêter un peu sur les termes utilisés, notamment le terme dévouement, Mmh. qui lui est défini comme une action de sacrifice de sa vie, de ses intérêts. Donc, bon, voilà, ça nous a un peu interpellés sur ce côté sacrificiel. Est-ce que c'est vraiment positif, enfin tel qu'on l'entend aujourd'hui, et du coup même en creusant un peu et en regardant des synonymes de dévouement, on trouve abnégation qui va encore être défini comme un sacrifice volontaire, on trouve le mot sacrifice et on trouve le mot bonté qui, je trouve, est peut-être plus dans la lignée positive qu'on voudrait voir représenter l'altruisme, parce que du coup, la bonté, on la définit comme la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Mmh. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez intéressant de voir ce découpage et de voir que finalement, même dans la définition aujourd'hui, voilà, est-ce que le dévouement en tant que sacrifice, ouais. C'est intéressant ce lien entre, dévouement et sacrifice. Oui, enfin, drôlement étonnant même. Oui, finalement, c'est à peu près aussi étonnant que l'égoïsme et son bien-être, en fait, Oui. qu'on ne rattache pas du tout, et puis l'altruisme qu'on voit très positif et qui finalement est rattaché à des notions bah, très dures, notions de sacrifice. On en parlait là toutes les deux, c'est aussi sociétal. C'est difficile de supporter le jugement des autres s'ils pensent de nous que l'on est égoïste. Alors évidemment, il y a l'égoïsme à l'excès qui lui n'est pas, positif. L'égoïsme enfin le sens propre de l'égoïsme au départ, c'était prendre soin de soi finalement. Ouais. Qui du coup devient plus une notion presque altruiste, Oui, parce qu'il n'y a qu'en prenant soin de soi qu'on peut aller vers l'autre d'une manière saine. d'une manière saine et d'une manière neutre. Ouais. Alors, comment ça se fait que l'égoïsme est devenu un défaut, une polarité négative, alors qu'en fait, au départ, c'était une polarité, c'était un espace positif, enfin, en tout cas, jugé comme étant positif. Donc, il y a quelque chose, bon, moi, je pense beaucoup à la religion à ce niveau-là, le côté sacrificiel, comme étant une vertu par rapport dans le catholicisme, Jésus sur la croix, il y a la notion de sacrifice. Il est mort pour tout le monde, il est mort pour nous tous. Donc, du coup, il n'a pas pensé à lui puisqu'il s'est sacrifié.
Et comme c'est une figure, dont on se souvient 2000 ans plus tard, forcément, ça devient un exemple. Il faut vraiment aborder le côté excessif, dans l'altruisme. Dans beaucoup, beaucoup de cas, la plupart des gens vont fuir leur mal-être sous couvert de dévouement, Mm. de sacrifice. Et donc il y a quelque part dans notre société, dans notre, conscience collective, hein, la notion de martyr, de valoriser un état où on est martyr. Enfin, c'est presque positif d'être martyr. C'est pour ça que je faisais référence à la religion tout à l'heure. J'ai entendu dans ma famille, autour de moi, ah, c'est dur, qu'est-ce qu'elle souffre, elle est forte. On se demande comment elle fait pour tenir, elle est forte, c'est vraiment difficile pour elle, mais quelque chose d'admirable dans la Mm. souffrance, quelque chose d'admirable dans le dévouement, où elle ne pense jamais à elle, elle fait tout pour les autres, elle est généreuse. Et j'ai aussi entendu dire, par rapport à des personnes qui, par exemple, contractaient une maladie grave, disant mais c'est injuste parce qu'elle est tellement généreuse, elle est tellement gentille, c'est injuste qu'elle tombe malade ou qu'il lui arrive une maladie grave. Mais il faut jamais oublier, c'est que dans cet altruisme-là, il y a, cette notion, de ne pas s'occuper de soi. Oui, mais c'est marrant d'ailleurs parce que ça rappelle un petit peu ce qu'on disait dans la vidéo précédente sur pessimiste et optimiste, où on disait que le pessimiste, finalement, attire aussi un peu à lui les regards parce que c'est dur, il cumule. Mmh. Et finalement, tu as vraiment cette côté ouais, de dévouement, de subir, bah, qui interpelle presque plus les gens que les notions positives finalement. Mmh. Oui et justement, il est très difficile au niveau sociétal de se montrer comme étant, «Je prends soin de moi d'abord», hein. Mm. Être jugé comme étant égoïste est vraiment un jugement négatif, alors qu'en fait, je me priorise et comment peut-on aider les autres si on ne se priorise pas? Mm. Ça me fait penser, tu as fait l'autre fois une remarque qui était, je pense, qui illustre exactement ce que tu dis, c'est dans l'avion, l'histoire du masque à oxygène, où plus que la recommandation, l'impératif, c'est de mettre d'abord son masque pour pouvoir s'occuper des autres. Voilà. Donc, ouais. Ça, c'est le super exemple. Je trouve que Mm. c'est sauver des vies, d'abord, je me sauve moi-même, puisque si je suis morte, évidemment, je peux rien faire pour les autres. Ouais. Donc donc oui, c'est ça, en fait. Et je trouve que, la question qu'on peut se poser soi-même, c'est justement pour commencer à faire bouger un peu les lignes dans les valeurs que l'on accorde autour de qu'est-ce que c'est qu'être égoïste et qu'est-ce que c'est qu'être, être altruiste, en nous. Alors bien sûr, bah, toi, Mélanie et moi aussi, on est thérapeutes, donc la question se pose aussi pour les thérapeutes, c'est la posture du sauveur. Mm. Hem, J'anime les formations des méthodes PIT, hein, et donc je forme des thérapeutes, aux méthodes PIT et ça, c'est vraiment quelque chose dont je parle beaucoup, de faire très attention, de pas se lancer corps et âme à sauver, le monde, alors que j'ai pas balayé devant ma porte. Parce que dans ce cas-là, c'est une compensation par rapport à mon mal-être. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un autre, passage avec, Christiane Singer qui est très intéressant à ce niveau-là, où elle parle justement de l'équilibre des 2 pôles. On va en passer, peut-être maintenant un petit extrait. Donc toujours être à l'écoute, Mmh. Mmh. être en amour avec les autres, Avec soi-même d'abord. Mmh. c'est le plus Mmh. difficile. C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Et tant que nous ne le sommes pas, il est évident que nous sommes des fréquentations dangereuses pour les autres, hein, puisque nous cherchons sans cesse compensation dans la relation. Hein. Ce travail de se rencontrer, de s'incliner devant ce mystère que nous abritons chacun, le plus difficile, le plus incroyable des passages de l'Ancien Testament où il est dit « Seigneur, je te remercie de cette merveille que je suis ».
et que tu as créé. Question d'intention, c'est une question de vibration. C'est-à-dire que aider les autres sans m'occuper de moi peut engendrer dans un excès d'altruisme de l'ingérence Ouais, et du danger. et être dangereux parce qu'on va mieux savoir que l'autre ce qui est bon pour lui. Et là, il y a une histoire de pouvoir. Et donc, ils vont faire imposer leur point de vue sous prétexte qu'ils sont généreux. Et ces gens-là, on ne peut jamais rien leur dire. On ne peut jamais leur faire le moindre reproche. Parce qu'ils sont tellement généreux, comment on peut même critiquer? Comment on peut même oser dire, mais laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'espace. Donc, il y a cet excès d'altruisme, on le trouve aussi chez certaines personnes qui sont irréprochables, qui aident tout le monde. Ça, c'est un excès d'altruisme. Et ils sont jugés comme étant des bonnes personnes. Alors, elles ne sont pas des mauvaises personnes, certes. Elles peuvent être, quand c'est excessif, toxiques. Oui. Puis ça montre aussi le poids du jugement extérieur au point de s'oublier vraiment soi-même, quoi, et d'être vraiment toujours dans une abnégation ou un dévouement parce que c'est ce qu'on attend de moi, mais comment je vais moi? Et ça, c'est Oui, considéré comme égoïste. la question de s'oublier soi-même, comment c'est possible qu'on puisse vivre dans une société où s'oublier soi-même est considéré comme une valeur noble? Enfin, comment on peut en arriver jusque-là, quoi? Comment on peut se rendre compte que la notion, et à travers les définitions que tu as données, on voit à quel point les choses se sont dégradées, mais en plus, elles se sont inversées. Oui, C'est-à-dire que l'altruisme, ça devient du sacrifice et c'est normal et c'est bien. Et l'égoïsme, qui est prendre soin de soi, devient quelque chose de négatif ou j'en ai rien à fiche des autres. Et là, ça me fait penser à la citation du Dalai Lama, que j'aimerais bien aussi vous lire. Et il dit, pour savoir comment aimer les autres, il faut d'abord savoir ce que signifie s'aimer soi-même. L'altruisme, ce n'est pas simplement s'oublier. C'est surtout réfréner les sentiments égoïstes qui nous poussent à exploiter autrui ou à lui faire du tort. Donc en fait, l'égoïsme par excès, c'est quand on exploite ou quand on nuit à autrui. Ça, c'est négatif. de même que l'altruisme à l'excès, finalement, n'apporte pas de solution aux autres, puisqu'on va chercher une nourriture personnelle. Donc, en fait, l'égoïsme est plutôt là, quand on va vraiment chercher dans l'autre quelque chose pour se nourrir soi. Alors ça, c'est très juste, parce que quand on a un mal-être intérieur et qu'on veut aider quelqu'un, on est en projection de nous-mêmes. Donc notamment, on va lui donner ce que nous, on aimerait recevoir, mais pas ce dont il a forcément besoin. Ensuite, on ne le fait pas pour lui, mais on le fait pour nous fuir, pour nous remplir, parce que quand quelqu'un va plus mal que moi, finalement, je ne me sens pas si mal. En me fuyant, je ressens moins ma détresse personnelle. À l'extérieur, le geste ou l'action sera peut-être très similaire, mais l'intention qui est cachée derrière n'est pas la même. Cette question d'intention, elle est quand même primordiale. C'est ça, parce que l'intention d'un égoïste altruiste le fait par amour de l'autre, mais il n'a pas besoin de le faire. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'aider. Il aide pas, ça change rien pour lui, il va bien. Ou tout du moins, il sait se nourrir, il sait se remettre en équilibre quand il est en déséquilibre, il sait traverser les épreuves et retrouver la joie de vivre s'il l'a perdu. Il sait faire tout ça parce qu'il s'occupe de lui. Il sait aussi rentrer dans sa grotte et ne plus voir personne pour se ressourcer parce qu'il en a besoin ou parce qu'il traverse une période difficile. Cet égoïste est capable d'être altruiste et d'aller tendre la main à quelqu'un qui a besoin. Mais il n'a pas
besoin de le faire et il peut même dire: «Non, j'ai pas le temps» ou «Je ne suis pas disponible en ce moment». Un altruiste qui ne s'occupe pas de lui a besoin de le faire. Euh, une phrase assez intéressante où on disait que si finalement être égoïste consistait à nourrir notre bien-être, ben, ça pourrait être la définition qu'on cherche à montrer en fait aujourd'hui. Pour être altruiste correctement, il faut nourrir son bien-être. Voilà, et ça devient un altruisme sain. Oui. Parce que l'altruisme peut être malsain. Et l'altruisme sain va se consacrer à autrui de façon désintéressée sans rien attendre en retour. Il va le faire de façon discrète aussi. C'est qu'en fait, personne ne peut dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est généreuse, elle se dévoue, elle fait ci, elle fait ça ». Personne ne peut le dire parce qu'en fait, ça ne se voit pas. C'est parce que chaque personne le fait juste à sa mesure, donc elle le fait un peu. Elle n'est pas obligée de le faire H24. En fait, c'est un équilibre qui est à trouver à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et les questions qui peuvent se poser, c'est suis-je assez égoïste, qui veut dire est-ce que je prends suffisamment de temps pour m'occuper de moi? Et suis-je authentiquement altruiste? Ça veut dire que j'aide les autres, mais je n'ai pas besoin de le faire. Et du coup, les gens ont tendance un peu à fuir la solitude dans le sens être seul avec soi. Oui. Et dans mon travail, j'encourage souvent hein, les personnes à être égoïstes. Parce que une des causes du mal-être, c'est justement ne pas s'occuper de soi. Une fois que l'équilibre est mis en place, où on s'achemine vers un équilibre plus important en nous, à partir de ce point d'équilibre, on peut faire le choix à chaque instant de notre vie, en fonction des situations qui se présentent à nous, d'aller aider quelqu'un ou de s'occuper de soi. Et ça, c'est chaque moment, à chaque moment. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour moi dans l'instant? Ouais, et puis au lieu de regarder dehors, regarder dedans. Et s'interroger, voilà, à chaque fois. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Donc ça demande une grande authenticité aussi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et ne pas se soucier des apparences. Ça, c'est très difficile. L'excès d'égoïsme ou d'altruisme, finalement, on sort même des définitions parce que quand on est trop tourné vers les autres sans être bien soi, on n'est même plus dans l'altruisme. Même si d'un point de vue image, on s'occupe des autres, mais en fait, on brasse du vent parce qu'on s'occupe ni de soi ni correctement des autres. Et on n'est même pas dans l'égoïsme parce qu'on s'occupe pas de soi, on est à l'extérieur, on va nourrir, chercher quelque chose. Donc c'est intéressant de voir que dans les excès, finalement, on sort même de la polarité elle-même, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les polarités, à l'intérieur de chacune des polarités, il y a un plus et un moins. Un plus et un moins chez l'altruiste et un plus et un moins chez l'égoïste. Et, et c'est en fait quand le plus et le moins de chacun des pôles arrive à l'équilibre que la fusion de ces deux pôles peut se faire. C'est quelque chose qui peut nourrir notre bien-être. Et donc, pour finir, c'est vraiment cette notion, à nouveau, bon, avec chacune des polarités, c'est toujours la même chose, c'est le retour à l'équilibre. Il n'est pas question d'enlever une polarité pour mettre l'accent sur l'autre, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est avec les méthodes Pitt et à travers les différents courants, notamment orientaux, mais bon, c'est intéressant aussi de mettre des extraits de Christiane Singer, qui est donc une occidentale, une française. Et donc là, du coup, on a cette notion de garder les deux pôles, la dualité dans laquelle nous vivons, qui est incontournable, mais le grand travail qui est à faire pour chacun d'entre nous, c'est de réconcilier ces contraires, réconcilier ces opposés,
Et pour cela, il est important déjà de les comprendre. Notre débat, aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est d'aller creuser dans chacun des 2 pôles, voir le plus, voir le moins et heu et on s'aperçoit que quand on équilibre un pôle, et qu'on fait le même travail avec l'autre pôle, en fait, c'est là où on retourne à l'équilibre et si on peut mettre un mot-clé qui résume un petit peu tout, c'est revenir à l'intérieur de soi, se nourrir hein, et de ce plein intérieur, on va pouvoir ensuite, aller vers l'extérieur. Donc là, c'est aussi une polarité, dans celle-ci, c'est une polarité sociétale, c'est une interprétation erronée au fil du temps de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont devenues négatives ou positives à excès, mais c'est vraiment une croyance, une manière dont on regarde la vie. Et ça aussi, c'est important de vérifier quelles sont nos valeurs dans la vie, quelles sont nos croyances. Et certaines de nos croyances ou nos jugements sociétaux sont erronés. Il y a énormément de choses à remettre en question. Alors, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que bah, plus il y a de likes et plus il y a de commentaires, forcément, il y aura plus de vues. C'est comme ça que ça marche avec les algorithmes de YouTube. Alors, ben, on joue le jeu, on y va et à bientôt pour notre prochaine polarité. Alors, nous avons 2 polarités déjà dans notre collimateur. L'une, c'est naïveté et perspicacité. La personne qui nous l'a soufflé à l'oreille se reconnaîtra. Et, et aussi l'intérieur et l'extérieur. Et l'intérieur et l'extérieur suit pas mal celle dont on a parlé aujourd'hui, parce que c'est revenir à l'intérieur de soi pour ensuite s'expanser vers l'extérieur. Donc voilà, on extrapolera autour de ça la prochaine fois. Et aussi perspicacité et naïveté viendront dans la foulée. Merci Mélanie, travailler ensemble, c'est génial et on continue. À bientôt. Bientôt.